petit perdreau et la laine pour l'agneau. Bonjour à tous, nous voudrions aujourd'hui parler d'une erreur assez classique dans la propagande démocratique, gauchiste, féministe. Il y aurait selon eux une égalité des sexes. La femme serait égale à l'homme. Et ceux qui affirment cette prétendue égalité des sexes, eh bien, ont en fait, nous le savons, quitté la réalité. Ils se sont enferrés dans une idéologie, car le bon sens et l'observation de la nature suffisent pour se rendre compte de cette illusion. Il ne sera pourtant pas inutile, face au pilonnage de cette propagande contre nature, eh bien de développer un peu plus notre argumentaire que le bon sens, afin de rétablir la vérité autant que possible pour le bien de tous, des hommes comme des femmes. Mais avant toute chose, une remarque s'impose. Nous allons faire œuvre d'intelligence. Nous allons donc parler de l'homme et de la femme in abstracto, en soi, dans l'abstrait, dans ce qui les constitue naturellement et généralement, et non pas, nous n'allons pas parler de tel homme et de telle femme, in concreto, dans ce qui les caractérise accidentellement. Donc, in abstracto, ça veut dire dans la plupart des cas, l'homme est le chef de la femme. Ce qui ne veut pas dire que in concreto, telle femme ne puisse pas être le chef de tel homme, comme la mère est le chef de son garçon, comme une reine serait chef de ses sujets, ou comme une femme médecin serait chef de son service et donc d'un infirmier. Alors si vous n'êtes pas capable de comprendre cette distinction, je vous conseille de passer votre chemin et d'aller faire autre chose. Alors cette remarque étant faite, eh bien, nous pouvons avancer. Je vous propose d'abord maintenant d'écouter Corinne. Corinne, c'est une féministe qui a tellement fait d'études universitaires qu'elle en a cramé son cerveau. C'est une usure. Et à conséquence, eh bien, elle va dire beaucoup de bêtises, mais avec cet avantage de les dire en très peu de temps, ce qui est assez rare et remarquable. Alors ça va nous faire gagner du temps. Alors profitons-en et écoutons-la. Joyeux anniversaire Corinne, ce soir tu es la reine. Il n'y a pas de hiérarchie naturelle entre les sexes. Il y a une hiérarchie culturelle. Donc tout ça, c'est une construction culturelle et que l'on retrouve dans de nombreuses sociétés et qui est quasiment universelle et qui est aujourd'hui remise en cause très très récemment dans les sociétés occidentales en particulier. Mais donc il n'y a pas de hiérarchie naturelle. Avez-vous remarqué la sotte suffisance de Corinne qui nous lance tranquillement son énorme sophisme? Il n'y a pas de hiérarchie naturelle entre les sexes. Et tout ça, ce serait une construction culturelle, mais pourtant, on la retrouve dans de nombreuses sociétés. C'est même quasiment universel. Mais c'est seulement aujourd'hui, très récemment, et uniquement en Occident, que l'on refuse, par idéologie, eh bien, ce fait vécu de tous les temps, de toute l'humanité. Et alors, elle prétend conclure de manière rigoureuse et évidente qu'il n'y a pas de hiérarchie naturelle. Fallait oser. Comme dit un tonton flingueur, les cons, ça ose tout, et c'est vraiment à ça qu'on les reconnaît. Il est évident qu'ici, la chargée de recherche du CNRS a quitté la science humble et soumise au réel pour un volontarisme militant et un aveuglement idéologique. Car c'est un fait de nature et de l'histoire humaine. Tous les peuples de l'humanité, tous les peuples du monde ont connu la famille patriarcale, dont les membres se groupent autour du père comme un centre, comme un lien, comme le chef de tous. C'est un fait indéniable qui n'est pas le résultat d'une convention entre les hommes. C'est une loi de la nature, donc d'origine divine, qui n'est pas susceptible d'abrogation de la part des hommes. Écoutons Corinne encore une fois. La question de la domination masculine est universelle. Alors cela a été montré par les anthropologues. La question du matriarcat n'existe pas. Toutes les sociétés sont patriarcales, c'est-à-dire qu'il existe une domination masculine, une domination des hommes sur les femmes et aussi sur les enfants. Donc la vraie fin de la famille, c'est de transmettre la vie, mais aussi de la conserver. Or, pour former et éduquer vertueusement les générations futures, il faut une union stable entre les hommes, entre l'homme et la femme, et donc
une union stable des parents, qui doivent être certains et connus pour le bien des enfants. Ce qui ne se produirait pas s'il n'y avait pas un lien obligatoire, stable, entre l'homme et la femme. Et c'est ce qu'on appelle bien le mariage, cette union stable. Et cette organisation naturelle est une question vitale, et aussi bien pour la perfection des individus que pour la survie de la société. Et de tout temps, l'homme a exercé le commandement de cette société familiale, créée par le mariage. Il est vrai que cette domination naturelle de l'homme sur la femme et sur les enfants n'est pas toujours vertueuse. Elle peut et elle connaît des excès, malheureusement. Dans ce cas, ce qu'il faut remettre en cause, ce n'est pas, et contester évidemment, ce n'est pas le droit naturel de l'homme à dominer, mais ses dérives, ses outrances, le mauvais exercice de son autorité, que l'homme peut faire quand il commande. Car si le mari a bien un droit naturel de domination sur sa femme, cette domination n'est évidemment pas absolue. Ce pouvoir a des limites. Dans l'Antiquité, diverses sociétés ont donné aux hommes sur les femmes le droit de vie ou de mort, le droit à la polygamie, le droit à la répudiation, la servitude complète de la femme. Bon, en fait, tout cela n'était que des abus du droit naturel. Donc l'influence chrétienne, sans nier ce droit naturel de l'homme sur sa femme, a peu à peu supprimé ces abus, tempéré les excès de cette domination, autant que faire se peut. Ça, c'est aussi un fait historique. Mais c'est encore un autre fait historique que quand l'esprit chrétien a commencé à se perdre dans les élites, donc à partir du XVe, XVIe siècle, sous l'influence de la Renaissance, du naturalisme païen, eh bien, les outrances du pouvoir, politique comme familial, ont commencé à refaire surface. On refusera, par exemple, à la femme mariée le droit de garder la propriété de son patrimoine en la rendant incapable d'actes juridiques. C'est un excès. Cette mise sous tutelle du mari était contraire à la thèse chrétienne de la capacité complète de la femme, tenue seulement à la subordination au mari pendant le mariage et dans l'intérêt d'une bonne administration pour la communauté des biens créés de plein droit entre l'époux par le mariage, entre les époux. C'est encore un fait historique que le naturalisme révolutionnaire, sous prétexte de détruire des traditions qu'on déclarait féodales ou tyranniques, s'attaqua de même à la nature même de la famille, qui restait la seule entité susceptible d'assurer l'indépendance des individus envers l'État, qui se voulait omnipotent. La Révolution a donc commencé par considérer le mariage comme un simple contrat commercial. Au nom de la liberté individuelle, la Révolution donna à tout Français la faculté du divorce. Au nom de l'égalité, elle assimila les droits de l'enfant né hors mariage à ceux qui étaient nés dans le mariage légitime. Et quant à la puissance paternelle, elle sera, à la demande de Mirabeau, déclarée comme suspecte par la Constituante, et Danton sera applaudi quand il soutiendra que les enfants appartiennent à la République avant d'être à leurs parents. C'est ça l'œuvre de la Révolution qui détruit la famille. On est aujourd'hui dans les conséquences ultimes. Cette révolte contre l'ordre naturel, assez récente dans l'histoire des hommes, a semé donc le chaos en quelques années. Le Code civil sous Napoléon va chercher à réagir en partie seulement et va restituer une partie du pouvoir à l'autorité paternelle. Le divorce, malheureusement, restait possible, mais il devenait difficile. L'autorité paternelle perdait par contre la faculté de déshériter un fils indigne. Et ça, c'est un abus contre l'autorité du père. Mais l'union conjugale, demeurait fondamentalement laïcisée et sécularisée. Et en refusant de restaurer le mariage dans ses fondements naturels et religieux, le Code va laisser libre cours à des faux principes qui, avec le temps, vont naturellement aboutir à toutes les monstruosités contre nature dont nous sommes les témoins. La famille ainsi désintégrée, les individus sont maintenant seuls face à l'État, puisqu'il n'y a plus de société intermédiaire. Car à la déchristianisation des masses du XIXe siècle va en plus s'ajouter la grande industrie qui va disperser les familles jusqu'alors elles travaillaient collectivement sous la direction du père, donc ça va être un obstacle en plus à l'unité. L'idole démocratique, évidemment, qui va chercher l'égalité de tous et en tout. L'instabilité géographique qui va rendre l'exercice du pouvoir plus difficile des parents et donc du père. La propagande féministe aussi, qui propage une mode contre nature, qui va donner l'habitude aux femmes de porter des habits entre autres masculins,
et surtout, bien sûr, le matérialisme hédoniste qui excite chez l'homme comme chez la femme, eh bien, un désir de liberté égoïste, sans limite, au mépris de tout sentiment de respect, de devoir, d'esprit de dévouement, de sacrifice, qui sont indispensables à l'existence de la famille. Donc oui, tout cela fait que très récemment, et surtout dans nos sociétés occidentales, eh bien, on a prétendu remettre en cause une loi naturelle, celle de la domination de l'homme sur la femme, la famille patriarcale. Joyeux anniversaire, Corinne. Ce soir tu es la reine. Il n'y a pas de hiérarchie naturelle entre les sexes. Il y a une hiérarchie culturelle. Tout le problème justement des sociétés, c'est comment cette différence a été construite culturellement de manière hiérarchique. Comme si on avait des difficultés à penser la différence de manière égalitaire et on la pensait toujours en termes hiérarchiques avec donc un pôle qui va être supérieur, en l'occurrence le masculin, le fait d'avoir un pénis, et un pôle qui serait inférieur, qui serait le féminin, qui serait défini comme par référence au masculin, comme n'ayant pas de pénis. Donc, en plus, avec une référence qui est androcentrée, qui est une référence masculine. Alors tout cela est bien sûr absolument faux. La supériorité masculine n'est pas une construction culturelle, mais bel et bien une vérité naturelle, physique, psychique. Qu'est-ce qu'une supériorité? C'est une prééminence, c'est une autorité, c'est une excellence qui vous met au-dessus des autres sur tel ou tel point. Eh bien non seulement le bon sens, mais encore la science même nous montre que la nature a doté l'homme d'une supériorité, d'une prééminence, d'une autorité, d'une excellence qui le met au-dessus de la femme. Et cela, on va le voir, en raison de sa charge supérieure qui est d'être un chef. Faut-il insister sur la supériorité physique de l'homme? Non, nous ne le pensons pas. Elle crève les yeux. Et c'est d'ailleurs pour cela que le sport féminin intéresse beaucoup moins le public que le sport masculin. Mais relevons aussi la supériorité intellectuelle, artistique et créatrice de l'homme. Combien de grands peintres, de compositeurs, de musiques, d'architectes, de philosophes, de mathématiciens, de physiciens ou de grands couturiers et de chefs cuisiniers masculins, pour combien de femmes dans ces métiers-là qui ont su se faire un nom en ces domaines et sans jamais vraiment atteindre, ou alors si rarement, le niveau masculin. La réalité est là, ce que l'humanité a toujours su, sans pouvoir le prouver scientifiquement, eh bien notre époque dégénérée, qui dispose pourtant des outils scientifiques pour le prouver, se plaît à nier cette évidence, à savoir qu'il existe naturellement une prééminence de l'homme sur la femme. En 2003, André Bergevin, un professeur honoraire de l'Université de Paris, dans son livre « Révolution permissive et sexualité », avec un sous-titre qui était « De la tolérance comme argument à la transgression, comme processus ». C'est un livre vraiment que tout homme doit lire, que tout chef, tout père doit lire. Remarque que certaines féministes, eh bien, dans le but de promouvoir tout ce qui est féminin, défendent l'idée que nous sommes tous des androgynes psychiques, diversement conditionnés par une société encore patriarcale et machiste. Or, dit-il, la réalité biologique, par le rôle des hormones sexuelles sur la différenciation cérébrale, donc la conséquence, l'influence des hormones sur le cerveau, eh bien, rend totalement illusoire ce type de fantasme identitaire entre les sexes. Rappelons simplement que la testostérone inhibe le développement de l'hémisphère cérébral gauche, qui fonctionne sur un mode analytique et assure principalement le langage, ce qui entraîne chez l'homme une relative prévalence de l'hémisphère droit, qui fonctionne, lui, sur un mode synthétique, entre autres pour ce qui est des relations spatiales. Ceci explique certains traits caractéristiques de la femme, précocité et performance verbale, souci du détail, etc. Et de l'homme, fréquence de la dyslexie, inventivité instrumentale, synthèse, etc. Non, décidément, l'un n'est pas l'autre, du moins tant qu'il y aura plus d'hormones testiculaires chez l'homme que chez la femme, ce qui ne semble pas près de cesser. En effet, l'organe masculin sécrète cette hormone jusqu'à 50 fois plus que chez la femme.
Ce qui a pour conséquence, comme l'a dit ce chercheur, de favoriser chez l'homme eh bien, un jugement plus général des choses. C'est dû à la prévalence de l'hémisphère droit. Cette hormone est encore source d'une plus grande force physique, car c'est elle qui développe l'ossature de l'homme, sa voix, qui la fait muer, et la musculature qui se développe. Donc voilà la réalité scientifique. Conséquence naturelle de ce fait, la nature, eh bien, donc le Créateur, a donné à l'homme, plus qu'à la femme, des prédispositions nécessaires au chef pour agir et juger en fonction du bien commun de la famille ou d'un autre bien. D'abord, par une intelligence plus abstractive, la femme sera, on le voit bien, sera beaucoup plus sensible, plus intuitive, plus attentive aux détails. Et en cela, elle a en effet une supériorité pour s'occuper bien de la petite enfance ou dans les relations sociales. Mais par contre, à l'homme, il est donné aussi un plus grand, cet avantage lui donne une plus grande capacité pour faire œuvre de force aussi, pour œuvrer au bien commun, en sachant réprimer et punir ceux qui attaquent ce bien commun. Ce que la femme, trop sensible, a beaucoup plus de mal à faire. Et moins de recul pour mieux juger et moins de force pour agir. L'homme est donc prédisposé à être chef selon la loi naturelle. Ce ne sont pas, bien sûr, ce ne sont là que des dispositions, évidemment. Et il revient à l'homme de les développer et d'en faire un bon usage. Ce n'est pas parce que j'ai ces dispositions que j'en use bien ou que je n'ai rien à faire, non. Mais je suis prédisposé à cela. La femme est irremplaçable, on l'a dit, pour la petite enfance, parce qu'elle a toutes les qualités pour cela. L'intuition de ce qu'il faut faire face à un enfant qui n'a pas encore l'usage de la parole. Elle est plus douce, donc plus sensible, donc elle peut mieux s'occuper d'un enfant qui n'est que faiblesse, qui n'est que besoin dans la petite enfance. Elle parle à celui qui ne sait pas encore parler, elle lui apprend ainsi le langage humain, etc. Mais à l'adolescence, on le voit bien, le rôle de l'homme devient indispensable à son tour. L'enfant a alors un plus grand besoin de discours rationnels, pas seulement d'émotions, entre guillemets. L'enfant doit aussi se durcir et apprendre à affronter la vie et ses difficultés. L'enfant rebelle doit aussi sentir la force, l'autorité tranquille et ferme d'un père, ce qui va aider l'enfant à se discipliner, à prendre sur soi, afin de dominer ses désirs et ses passions. Donc, voilà pourquoi les fils de nos rois étaient confiés à des femmes jusqu'à l'âge de 7 ans, et après 7 ans, confiés à des hommes, éduqués par des hommes. Donc la dualité, la complémentarité père-mère, homme-femme est donc essentielle. L'un n'est pas l'autre. Ce serait une catastrophe qu'ils soient égaux, parce qu'il va manquer des choses si l'homme est comme la femme ou la femme comme l'homme. Le père pousse dans le monde, ouvre au monde, libère l'enfant de l'attachement exclusif, captatif de la mère, qui peut avoir comme défaut l'enfermement, la dépendance de son enfant. Si l'instinct maternel prédomine, il y aura un danger pour l'enfant. Le père, avec sa force, son autorité, est là pour justement inculquer la réalité extérieure, la contrainte sociale, naturelle, l'effort, le détachement affectif. Une bonne mère donc poussera ses enfants vers son père, vers leur père. Et ce qui est bien différent, qui ne sera pas l'amant, évidemment, qui n'est pas un partenaire sexuel, qui est le père, celui qui éduque. Et il en va de l'avenir psychique de l'enfant. Une mère, comme je reprends les termes de Bergevin, je m'inspire de lui, une mère castratrice qui inhibe l'influence paternelle, va monopoliser l'enfant et en fait le fragiliser. Parce que pour se construire, un enfant a besoin de ces deux références pôles, père, mère. Et ce n'est qu'en face d'un père qu'un garçon se masculinise et qu'une fille se féminise. Donc dans le couple, qui est le noyau fondateur de la famille, il y a bien une certaine égalité, évidemment, dans l'acte de la génération, et nous y reviendrons, et saint Paul l'enseigne explicitement, mais cela n'empêche pas qu'il règne une vraie hiérarchie entre ces sexes. De plus, remarquons-le, même dans l'acte de la procréation, l'homme a une certaine supériorité, une certaine prééminence. Certes, dans l'acte sexuel, l'homme comme l'épouse se donnent l'un à l'autre mutuellement. Donc il y a là égalité d'amour, évidemment. Et pourtant, première supériorité de l'homme par rapport à la femme,
l'homme est toujours fécond, naturellement. Il peut chaque jour donner la vie, si cela convient. Il n'en va pas de même de la femme, qui n'est pas toujours féconde. Ensuite, deuxième supériorité de l'homme, c'est l'homme qui donne sa semence, et c'est la femme qui reçoit la semence. Et enfin, si on ne s'arrête pas aux apparences, on verra que dans la génération même, l'homme est bien plus principe que la femme. Et c'est là la troisième supériorité. En effet, c'est le père et le père seul, l'homme seul, de par son patrimoine génétique, naturel, qui va décider, entre guillemets, eh bien, du sexe de l'enfant. La femme apporte toujours la même matière en ce domaine-là, le chromosome X, qui va s'associer soit avec un chromosome X ou Y de l'homme, qui va donner la fille ou le garçon. Donc la spécificité sexuelle de l'enfant vient de l'homme et non de la femme. Et cette hiérarchie des sexes, eh bien, est une donnée naturelle, physique. C'est pourquoi, chez les Grecs, Aristote en particulier, eh bien, considérant les multiples fonctions de l'âme humaine, eh bien, distinguait en chaque humain ces deux principes explicatifs. Un principe masculin, fait de domination, rationnel, réflexif, et puis un principe plus féminin, fait de sensibilité, d'intuition. Donc il faut un équilibre entre les deux, en nous-mêmes comme dans le couple. Il y a une hiérarchie entre les deux. Et selon saint Thomas, l'âme humaine est en effet source des deux principes, la raison et la sensibilité. L'un, le masculin, participe plus à la divinité et à sa puissance, l'autre, le principe féminin, est plus propre à la créature et à son indigence. Mais, comme pour l'équilibre humain, il ne faut pas être que force, mais il faut être aussi sensibilité. Il ne faut pas ni être que rationnel, il faut aussi avoir des sentiments. Et donc les enfants, filles comme garçons, eh bien, ont besoin d'un père et d'une mère qui s'aiment réellement, afin de voir et de profiter des qualités propres à l'homme et propres à la femme, pour en faire une synthèse équilibrée dans leur propre personnalité. Mais cette synthèse exige toujours une hiérarchie de l'homme envers la femme, c'est-à-dire de la raison envers les sentiments. Donc Dieu a bien fait les choses, malheureusement, et ce sont les hommes qui mettent de la désunion et du désordre là où le plan créateur mettait de l'union et dans la hiérarchie. Joyeux anniversaire, Corinne. Ce soir tu es la reine. Il n'y a pas de hiérarchie naturelle entre les sexes. Il y a une hiérarchie culturelle entre les sexes. Il y a une différence des sexes. Donc, les hommes et les femmes sont différents anatomiquement, physiologiquement, sexuellement. Donc, il y a une différence. Mais cette différence n'est pas hiérarchique. Ça ne veut pas dire que le fait d'avoir un pénis est supérieur au fait d'avoir une vulve et un vagin. Ça, ce n'est pas inscrit dans la nature. Et ce qui est aussi inscrit dans la nature, c'est que pour se reproduire, on a besoin des deux sexes de manière égalitaire. Donc, les deux sont complémentaires de manière égale pour faire un enfant, pour se reproduire et pour reproduire la société. Donc, on pourrait dire qu'il y a une égalité dans la différence. Tout le problème, justement, des sociétés, c'est comment cette différence a été construite culturellement de manière hiérarchique. Alors Corinne confond ici égalité de nature et hiérarchie sociale et sexuelle. L'humain se définit comme une âme douée de raison unie à un corps. L'homme, comme la femme, sont donc des êtres intelligents et corporels. Ils ont donc en commun une même nature humaine, évidemment. Et en cela, ils sont égaux. Mais Dieu créa l'humain mâle et femelle. L'humain mâle se caractérisant par un pénis, tandis que l'humain femelle se caractérise extérieurement par un vagin. Dans l'espèce humaine, il y a donc pluralité de sexes. Or, une pluralité sans ordre est une confusion. Or, la nature est ordonnée, elle est hiérarchisée. Donc là où il y a pluralité de sexes, il doit y avoir hiérarchie des sexes. Car la nature fait bien les choses. La femme est donc l'égale de l'homme en tant qu'être de la même espèce, ayant une âme,
de la même essence et avec la même destinée que l'homme. Par contre, elle n'est pas son égale quant à son rôle dans l'ensemble de l'espèce. Elle a été créée pour être l'aide de l'homme, suivant le mot de la Genèse, dans la transmission de la vie, pour aider l'homme à transmettre la vie. Réfléchissons un instant sur cette différence des sexes qui nous dira beaucoup plus de choses que sur la spécificité des charges de l'homme et de la femme dans l'espèce humaine. Première constatation, l'organe mâle, masculin, viril, est extérieurement visible, tandis que celui de la femme est intérieur, donc invisible extérieurement. Tout cela est un signe des missions propres de chaque sexe, car naturellement, c'est l'homme qui va chercher à l'extérieur la subsistance du foyer, qui le défend contre des forces nuisibles, étrangères, et qui lui assure une certaine liaison avec les forces bienfaisantes qui l'avoisinent. Contrairement à la femme qui, elle, est plus utile et plus habile au foyer, tandis que l'homme, lui, est capable d'assurer une bienfaisante stabilité à ce foyer. Donc la femme est moins visible extérieurement socialement, mais plus utile intérieurement pour l'équilibre social au foyer. Il y a donc une correspondance entre les différences anatomiques et les différences psychologiques et les missions spécifiques de l'homme et de la femme. L'homme est le supérieur de la femme parce que sa mission et sa charge sont supérieures à celles de la femme. Voilà, tout est là. C'est pour cela qu'il a plus de force et plus d'autorité pour pouvoir mener à bien cette mission. Et là encore, nous avons un signe de cela dans les organes reproducteurs. Car dois-je apprendre à Corinne, cette anthropologue, que si une femme n'a pas de pénis, comme l'homme, elle a pourtant elle aussi un organe érectile, qui est le clitoris. Or, cet organe n'a ni l'importance, ni la vitalité, ni la puissance de son correspondant masculin. Si on compare ce qui est comparable, on constate que tout nous ramène aux missions spécifiques de chacun des sexes, dans l'ordre social. Les ovaires de la femme, par exemple, ont pour correspondant chez l'homme ses testicules. Ces deux organes sont nécessaires à la procréation sans être égaux pour autant. Ils produisent, certes, tous les deux, des semences qui manifestent bien, là encore, la différence hiérarchique des sexes. Les spermatozoïdes de l'homme sont mobiles et plus libres que son correspondant féminin. Ce sont eux qui vont à la rencontre de l'ovule, de la femme. Ce sont eux qui bougent pour se nicher dans l'utérus. Donc tout manifeste le besoin et l'utilité sociale de la femme d'être fixe dans son foyer pour le bien de l'enfant et du foyer. Ce qui a pour conséquence d'être moins mobile et moins libre socialement que l'homme, qui lui a toujours pour le bien social du foyer, et pour donc le bien de la femme et de l'enfant, va jouir d'une plus grande liberté, disposer d'une plus grande liberté parce qu'une plus grande force et donc d'une plus grande mobilité hors du foyer. C'est ainsi que procède la nature. Alors certes, le confort technologique et un monde perverti, et puis des lois contre nature, peuvent rendre ces vérités moins évidentes, moins crues, mais elles ne pourront jamais les supprimer parce qu'elles sont inscrites dans la nature humaine. Donc pour reprendre les termes de Corinne, ce n'est pas parce que l'homme a un pénis qu'il est supérieur à la femme, mais c'est parce qu'il a une mission supérieure à la femme qu'il a un pénis. Là encore, l'anatomie parle d'elle-même. Les organes féminins et ces cycles rendent la femme moins mobile, extérieurement, professionnellement. Tout le monde sait qu'une femme est régulièrement indisposée, intérieurement et physiquement, psychiquement, et que sa délicatesse exige plus de précautions pour se soulager en voyage dans ses besoins naturels. La poitrine des femmes, si nécessaire au bien de la famille et à l'enfant, est souvent une gêne pour elles dans des activités physiques assez intensives. Donc naturellement, là encore, l'homme a plus d'aisance, plus de liberté extérieure que la femme. Sans parler de la gestation des 9 mois, qui immobilise la femme, l'allaitement pendant 1 à 2 ans, sa nécessaire présence auprès du fragile enfant qui vient de naître pendant plusieurs années. Donc la femme a un rôle ici irremplaçable qui exige stabilité au foyer. Rôle qui garde encore sa pertinence lors de l'adolescence et qui réclame
tout autant d'attention et d'aide, même si c'est d'une manière beaucoup plus prudente et différente, et plus élevée. Donc toute la mission primordiale de la femme est au foyer, tandis que la mission de l'homme est tout aussi importante, mais plus haute et plus dure, parce que l'homme doit veiller au foyer intérieurement et extérieurement. Il doit assurer la survie, la vie et le perfectionnement du foyer, en lui assurant les moyens de subsistance, mais aussi la perfection de ses secours internes et externes par l'éducation et autres, et l'exemple. Telle est la nature donc des sexes et leurs conséquences. Ce qui veut dire que socialement, l'exercice d'une autre profession pour une femme mariée, eh bien, ce sera, dans la plupart des cas, cela se fera au détriment de sa mission d'épouse et de mère, donc pour le bien familial. Elle peut le faire, mais il y aura des conséquences pour le bien familial, le plus souvent. Nous nions pas que chez la femme, qu'il y ait des aptitudes pour certaines professions, surtout quand elles sont en rapport avec des qualités féminines, comme l'institutrice, l'infirmière ou une secrétaire, et d'autres plus élevées. Mais en tout cas, nous maintenons l'incompatibilité entre ces tâches du dehors et celles du dedans. La dispersion des forces n'est jamais féconde. Et dans notre cas, eh bien, les exigences du foyer sont telles que toute dépense d'activité à l'extérieur est de la part de la femme une prodigalité. Et donc une perte de vie, d'intensité pour le foyer, une perte d'équilibre aussi pour la société. Joyeux anniversaire, Corinne. Ce soir tu es la reine. Il n'y a pas de hiérarchie naturelle entre les sexes. Il y a une hiérarchie culturelle. On a une différence des sexes, mais on ajoute une valeur différentielle en termes de hiérarchie qui ne devrait pas être assignée à cette différence qui est purement anatomique. Donc ça, c'est quelque chose de construit et qui justement vise à perpétuer la domination masculine et le patriarcat, qui est un fait universel dans toutes les sociétés et qui, juste aujourd'hui, récemment remis en cause par donc, des sociétés occidentales, dont la nôtre. La domination masculine est un fait universel dans toutes les sociétés, récemment remis en cause par des sociétés occidentales, dont la nôtre. Voilà. Vous avez encore remarqué, une fois de plus, l'aveu de Corinne. Corinne a le cerveau tellement déglingué qu'elle ne réalise pas qu'elle est en train de montrer par ce qu'elle dit, eh bien, que la domination masculine ne peut pas être un fait culturel, mais bel et bien un fait naturel, nié par idéologie très récemment. En effet, une société sans hiérarchie sera, quelle que soit sa constitution, livrée à l'anarchie. Et elle ne pourra pas vivre. Dans la société civile, il faut un chef, un prince, un roi, un président, peu importe son nom. De même, dans la famille, elle manquerait d'unité si elle n'avait pas de chef. Un chef, et pas deux chefs. Aucune société ne peut vivre sans autorité. Or, le mariage, qui produit une famille, produit par là même une société. Et cette société comporte trois types d'individus. Le père, la mère, les enfants. Cette société a donc besoin d'une autorité unique, indiscutée, aux mains d'un chef responsable. Où est cette autorité ? Eh bien, on l'a vu, elle est naturellement chez l'homme, pas chez la femme, et encore moins chez l'enfant. Voilà pourquoi la loi des hommes, qui doit se soumettre aux lois éternelles de la nature, qui ne sont elles-mêmes que de la manifestation de la volonté de Dieu, eh bien, doit consacrer l'autorité maritale et la puissance paternelle. Ainsi, par exemple, comme c'est dans les dépendances de la maison et parmi les occupations domestiques qu'est le travail des mères de famille, eh bien, la loi des hommes devrait empêcher que les mères de famille, à cause de la modicité du salaire de l'homme, eh bien, soient contraintes de chercher hors de la maison une occupation rémunératrice, négligeant ainsi des devoirs particuliers qui lui incombent, dont la plus haute est l'éducation des premiers enfants, l'éducation première. Une mère qui travaille ne peut plus éduquer ses petits-enfants. Et ceci est une catastrophe sociale. L'activité de la mère au foyer, même si elle ne rapporte rien au PIB d'un pays, est d'une importance capitale et irremplaçable pour la société.
car elle contribue à lui éviter beaucoup de délinquants et de névrosés. Là où un père est au travail, pour une mère qui est au foyer, il y aura moins de misère dans la société, et donc moins besoin de prison. Plus de mères au foyer, moins de prisonniers, c'est certain. L'homme possède le droit à gouverner parce qu'il a le devoir de protéger sa femme et son foyer. La femme, on le sait bien, est inapte à porter les armes. Elle est donc inapte à défendre physiquement et utilement son foyer, même si elle a un instinct maternel est capable de beaucoup de choses, mais elle aura ses limites. Dans les situations extrêmes et violentes, elle aura besoin de plus fort qu'elle. Elle aura besoin d'un homme et donc de son époux. C'est pourquoi l'homme a le droit de lui commander. Dire que l'homme est le chef de la femme et que par conséquent la femme doit obéir à son époux ne veut pas dire que l'on restreint le rôle maternel à l'enfantement charnel, ce qui serait minimiser outrageusement son rôle, et tenir à un rang purement corporel, donc animal. Non, la femme est vraiment ministre et auxiliaire avec l'homme dans le gouvernement, dans l'éducation des enfants. La paternité, comme la maternité, sont des activités proprement humaines et donc spirituelles. La femme a donc sa part indispensable à assumer dans la formation de l'âme de ses enfants par l'éducation. C'est pourquoi la science, l'art, la culture, l'aisance physique, tout cela est utile à l'épouse d'aujourd'hui comme à la mère de demain. À l'époux maintenant, lui, d'être un homme digne de ce nom, s'il veut être un chef respecté. À l'homme d'être juste et vertueux, d'être dévoué et amoureux de sa femme. Parce qu'un chef qui ne sait pas être juste et qui n'aime pas est rarement obéi, rarement aimé. Et pour être obéi et respecté, l'homme doit commencer par donner l'exemple, en imitant le Christ, en obéissant à Dieu. Le don de soi, le dévouement, le service sont donc des fruits naturels de l'amour. Ils ne sont pas le privilège des femmes. En réalité, plus on est élevé en dignité et en autorité, plus le don de soi généreux est nécessaire pour bien accomplir sa mission. Le vrai chef sera donc attentif à être aussi le premier en charité, selon l'enseignement du Christ donné à ses apôtres, qui, vous savez, à un moment, se disputent les premières places. Et le Christ dit qu'il ne faut pas faire comme les chefs des nations, qui veulent toujours être dirigés en maître, avec outrance. Le Christ disait « Il n'en sera pas ainsi parmi vous ». Il parle aux apôtres, donc ils devront les chefs dans l'Église. « Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera serviteur. Et celui qui voudra parmi vous être premier, se fera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc, le Christ ne nie pas la hiérarchie naturelle, mais il invite les chefs au sacrifice de soi pour le bien des autres. Donc si l'homme est bien le chef de la femme, il ne doit pas en être le tyran. L'homme ne commande pas à sa femme comme à un enfant, ni comme à un serviteur, et encore moins comme un animal domestique. Saint Thomas, à la suite d'Aristote, reconnaît au gouvernement familial une certaine forme d'aristocratie. Parce que l'homme, dit-il, a le primat et la responsabilité sur ce qui relève de ses possibilités. Et il laisse à sa femme ce qui correspond aux siennes. Et si l'homme voulait tout s'arroger et n'abandonner à sa femme aucune direction, ce serait l'erreur de l'oligarchie, un accaparement de l'autorité au détriment des autres. Il faut savoir déléguer, faire confiance, reprendre, reprocher, diriger, oui, mais déléguer. La femme a sa part de liberté et a sa capacité de commandement, relative mais réelle. S'il y a des travaux qui ne peuvent être convenablement accomplis que par les hommes, il y en a d'autres qui ne peuvent être entrepris convenablement que par les femmes. Et donc tout bon chef intelligent sait cela et doit accepter de déléguer. Donc l'obéissance vertueuse de la femme, comme le commandement vertueux de l'homme, sont donc nécessaires au bien de la société. Et il ne sera pas plus humiliant ou dégradant à une femme d'obéir à son mari qu'à un lieutenant-colonel qui doit obéir à son colonel. Et ceci pour le bien de la famille comme pour le bien d'un régiment. Cette subordination de la femme à son mari
eh bien, ne prouve pas que telle femme soit inférieure à tel mari, et encore moins que telle femme ou que tel lieutenant-colonel soit méprisable. Mais simplement que la charge du mari est supérieure à celle de l'épouse. Et que le mari a donc naturellement aussi, et c'est pour ça qu'on lui a confié cette charge, que la nature lui confie cette charge, parce que le mari a naturellement plus d'inclination à accomplir eh bien, cette tâche. Joyeux anniversaire, Corinne. Ce soir tu es la reine. Toutes les sociétés sont patriarcales, c'est-à-dire qu'il existe une domination masculine, une domination des hommes sur les femmes et aussi sur les enfants. Donc pourquoi il existe cette domination et à quel niveau social se situe cette domination ? Alors, elle se situe d'abord au niveau du pouvoir politique, au niveau du pouvoir économique et au niveau du pouvoir religieux. C'est-à-dire toutes ces places, toutes ces positions sociales qui sont absolument cruciales dans la société. Les femmes, par contre, ont été cantonnées au domaine du domestique, au domaine de l'oikos en grec, au domaine de la maison et des enfants. Alors, comment s'explique cette domination masculine ? On pense qu'elle est justement liée à la différence des sexes et en même temps au fait que les femmes, que le corps des femmes est le lieu de la reproduction et le lieu où se font les enfants. Le corps des femmes est absolument essentiel pour la reproduction sociale et donc c'est un bien précieux et les hommes se sont appropriés donc le contrôle de la sexualité des femmes et de leur reproduction, en même temps en les cantonnant aussi à ce domaine pour pouvoir aussi se reproduire la société tout en contrôlant les sphères qui étaient les plus valorisées socialement. Corinne confond tout et raisonne mal. Elle attribue à une volonté humaine ce qui est une nécessité naturelle. En réalité, en bonne féministe, elle fait tout bonnement ce qu'elle reproche aux hommes injustement, à savoir imposer un ordre arbitraire pour servir une volonté de puissance. En fait, les féministes ont une volonté de puissance. Vous avez remarqué les expressions dans ce cercle Corinne. Les femmes ont été cantonnées au domaine de domestique. Non. La nature même, c'est la nature même qui les a réservées à ces tâches pour servir au bien commun de l'espèce humaine. Elle dit encore, les hommes se sont appropriés le contrôle de la sexualité des femmes et de leur reproduction en les cantonnant à ce domaine. Non, ce ne sont pas les hommes qui ont cantonné les femmes à la petite enfance. C'est la nature des corps qui l'exige pour le bien des enfants et donc pour leur éducation et donc pour la société et la famille. Elle dit encore, le corps des femmes, essentiel pour la reproduction, est un bien précieux. Ah oui, oui. Et c'est pour cela que les hommes ont fait des lois pour protéger eh bien, ce bien précieux, en favorisant et en réglant le mariage, en interdisant tout ce qui pouvait souiller, détruire ce bien, comme l'avortement, la contraception, le divorce, la prostitution. Il est de plus tout à fait naturel que l'homme, en raison de la différence des sexes et de leurs conséquences sociales, eh bien, soit au commandement de toutes les positions sociales cruciales de la société. C'est une conséquence naturelle. Bref, on l'a assez montré, l'homme est le chef de la femme, et ceci est un fait de nature et en aucun cas une construction culturelle du patriarcat. Mais ce qui est aussi vrai, et ce qui a pu provoquer à juste titre un ressentiment chez les femmes, c'est que la domination naturelle de l'homme envers sa femme n'est pas toujours une domination juste et vertueuse, et malheureusement. Les hommes ont souvent dénaturé la nature, ça s'appelle le péché, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Soit en exagérant le pouvoir masculin, soit en outrepassant le pouvoir féminin. L'immoralité, le libertinage, l'orgueil sont de tous les temps et de tous les sexes. Les femmes grecques ne s'appelaient pas des féministes, mais elles en avaient parfois certaines revendications. Et n'oublions pas ce fait historique, c'est le christianisme qui a proscrit la polygamie et le divorce.
qui était pratiqué dans l'Antiquité et toléré par la loi ancienne. Le Christ a vraiment libéré la femme de cet état de servante ou d'objet brutal de jouissance pour l'homme, et qu'il a ainsi rétabli dans son rang et dans sa dignité de compagne de l'homme, d'associé à l'homme. Non pas en la mettant au-dessus de l'homme, mais en la libérant des outrances de l'homme. Et tout en affirmant l'égalité de dignité de l'homme et de la femme, en nature et dans leur vocation. Le Christ a aussi rappelé après cela l'autorité de l'homme sur la femme. Tout a été rappelé, remis à sa place. Quand l'Écriture dit « Lorsque Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâles et femelles, et il les bénit, et il leur donna le nom d'homme lorsqu'ils furent créés. » La femme, on le voit bien, est bien intentionnellement signalée comme faite elle aussi dans son être individuel à l'image de Dieu. Toutefois, précise saint Thomas, par rapport à un certain trait particulier et secondaire, l'image de Dieu se trouve dans l'homme, qui ne se trouve pas dans la femme. L'homme, en effet, est le principe de la femme, et sa fin, comme Dieu est le principe et la fin de toute créature. Ève a été faite d'Adam et pour Adam. C'est pour cela que l'apôtre, ayant dit que l'homme est à l'image et à la gloire de Dieu, et la femme la gloire et à la gloire de l'homme, montre pourquoi il l'avait dit quand il ajoute « Car l'homme n'est pas de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. » C'est pourquoi, écrit saint Paul, « La femme doit, à cause des anges, avoir sur la tête un signe de sujétion. Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur. Car si la femme a été tirée de l'homme, donc supériorité là, de l'homme, l'homme naît aussi de la femme, et donc la dépendance. Et alors tout vient de Dieu. Vous voyez, on voit bien quand tout est à sa place, tout est harmonieux, équilibré, mais tout est hiérarchisé. Quand saint Paul enseigne qu'il n'y a plus ni d'homme ni de femme dans le Christ, il parle principalement là de la vie surnaturelle, de la vie des âmes, et non pas des réalités naturelles, corporelles ou sociales. Il dit, le contexte, il le dit ainsi. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, vous qui avez été baptisés dans le Christ. » Donc, on devient chrétien. « Vous avez été revêtus le Christ. » Et alors, à ce moment-là, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous n'êtes tous qu'une personne dans le Christ Jésus. Et si vous êtes au Christ, vous êtes donc descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et dans une autre épître, saint Paul rappelle explicitement la domination de l'homme sur la femme et aussi sur le devoir d'obéissance de la femme envers son mari. Car là, il ne parle plus des âmes, mais à ce moment-là, ou des réalités spirituelles, mais il parle à ce moment-là des corps et des réalités temporelles. Donc chaque chose a été bien enseignée à sa place dans la Sainte Écriture, dans la Révélation, qui a clairement enseigné, avec la justesse et les nuances voulues, les trois caractères qui composent les rapports de l'épouse envers son mari. Une égalité de nature, une subordination sociale et une amitié amoureuse. L'égalité de dignité, elle est rappelée dans les textes de la Genèse qu'on a évoqués. Et Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc là, égalité de dignité, de nature humaine. Mais pourtant, hiérarchie. Du côté de la cote qu'il avait prise de l'homme, il y avait, Dieu forma une femme, et il la mena à l'homme, et l'homme dit, « Celle-ci, cette fois, est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et puis, une union, une amitié conjugale, amoureuse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, c'est par cette amitié, cet amour, que l'unité se refait, mais pourtant avec une hiérarchie naturelle. Et cette amitié peut se faire parce qu'il y a une unité de vocation et de nature. Au nom de l'égalité humaine et de l'amitié conjugale, saint Paul enseigne dans le mariage que l'homme et la femme ont un droit réciproque sur le corps de l'un et l'autre. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas de puissance sur son propre corps, mais le mari. Pareillement,
Le mari n'a pas de puissance sur son propre corps, mais la femme. Ne vous soustrayez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis remettez-vous ensemble, de peur que Satan ne vous tente par suite de votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Aux personnes mariées, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle en est séparée, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Pareillement, que le mari ne répudie pas sa femme. Mais ces réalités d'égalité dans l'amitié conjugale ne détruisent pas une autre réalité, celle de la subordination de la femme envers son mari, qui est elle aussi enseignée par l'apôtre. Je veux cependant que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Soyez soumis les uns aux autres, dans la crainte du Christ, que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier. Et cette subordination de la femme à son époux n'est qu'un aspect de l'enchaînement des autorités, des hiérarchies nécessaires à toute société qui veut œuvrer au bien commun. Donc soumission des enfants envers leurs parents, des serviteurs envers leurs maîtres, du temporel envers le spirituel, etc. Tel est l'ordre voulu par le Créateur. Dieu veut que l'homme soit la tête de la femme, mais avant cela, il veut que le Christ, sagesse de Dieu, soit aussi effectivement la tête de l'homme. Et malheureusement, et tous nos problèmes viennent de là, il faut compter avec la faiblesse humaine, laquelle est d'autant plus à redouter que la tâche est plus noble. Et l'on sait jusqu'à quel point l'homme peut faillir à son devoir, malheureusement. Louis de Bonald, quand je dis l'homme, c'est l'époux comme l'épouse, comme les enfants, car ils sont tous des humains, c'est au sens d'humain. Et Louis de Bonald a très bien résumé en une seule phrase la principale source de ces difficultés, de ces désordres familiaux. L'homme tend à exagérer son pouvoir, la femme à l'usurper, et l'enfant à s'y soustraire. Donc le mariage, la vie en société exige donc de part et d'autre vertu, esprit de sacrifice, amour mutuel, en vue du bien commun, qui ultimement est la volonté de Dieu. L'homme, le mari, le père n'échappe pas à la misère humaine, et dans ce cas, l'épouse, la mère, sera parfois obligée d'endosser de nouvelles responsabilités, de suppléer aux déficiences de l'autorité masculine. Mais la femme non plus n'échappe pas à la misère humaine. Et c'est pourquoi elle devra se faire violence pour ne pas être envahie par ses sentiments, pour ne pas abuser des émotions, ni de finasseries harcelantes, ni de câlins enivrants pour manipuler son mari, afin d'obtenir la réalisation de ses désirs. Et de même, l'homme devra s'abstenir d'attitudes despotiques, qui sont comme des coups de force qui humilient la compagne, qui effritent le ciment de l'amour, parce que ces mouvements ne sont souvent que l'expression d'un égoïsme non maîtrisé, d'un orgueil qui ne veut pas convenir de ses faiblesses ou de ses limites. C'est pour cela que l'apôtre disait, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Puis il disait bien, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il y a un sacrifice. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, que chacun de vous aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Saint Paul ne cesse pas de retourner le problème dans tous les sens et de rappeler les devoirs des uns et des autres. L'homme et la femme doivent donc se renoncer mutuellement en vue d'accomplir la volonté de Dieu. Autorité et obéissance en langage chrétien ne signifie pas arbitraire et passivité, mais de part et d'autre, souveraine activité et vertueuse et guidée par une unique loi, celle du bien commun, celle du bon plaisir de Dieu. Cet idéal qui fonde la collaboration conjugale exige une conscience pure qui ne se crée pas par un beau matin de noces, même sous l'influence de la bénédiction nuptiale.
La grâce de Dieu est certes puissante, mais la sagesse divine se défend d'agir sans la sagesse humaine. Et celle-ci est le fruit d'une laborieuse conquête, d'un effort soutenu. Voilà pourquoi il convient de se préparer vertueusement au mariage et d'entretenir la grâce du mariage. La femme, on l'a vu, n'est pas l'égale de l'homme, mais elle n'est pas non plus l'esclave de l'homme. Ces vérités déplaisent aux femmes orgueilleuses qui voudraient dominer l'homme, mais elles déplaisent aussi aux hommes orgueilleux qui voudraient simplement se servir des femmes comme de simples esclaves. Ces vérités donc ne sont pas à la mode, elles découlent pourtant des principes certains. Il est donc dangereux de vouloir les accommoder aux caprices démocratiques du jour. Si on le fait, comme c'est malheureusement le cas à notre époque, eh bien on va engendrer quantité de fléaux sociaux. La société a besoin des femmes, mais nullement de féministes ni de prostituées. Remarquez d'ailleurs que la prostitution et le féminisme eh bien, aboutissent au même désordre en fait. Mépris du mariage, comme société stable et hiérarchique, refus de procréer et de se sacrifier pour le bien de la génération dans le mariage, qui comporte un engagement perpétuel. Féministes et prostituées, même combat. Pourtant, il y a une différence. La prostitution n'a jamais vraiment réussi à faire, à travers les âges, ce que le féminisme a réussi à faire en même pas un siècle. Un siècle de féminisme a quasiment détruit la société aujourd'hui. La femme libérée ne veut pas être une épouse soumise. Elle veut être libre de son plaisir et quand elle veut, sans les inconvénients de la prostitution servile. Très bien. Et on ne s'engage plus. Et ainsi, une femme aura 3 enfants de 3 hommes différents. Les enfants seront privés de la figure paternelle, ce qui entraînera une absence de transmission de valeurs et favorisera l'anarchie sociale. Ce désordre est en plus favorisé par l'intervention d'un État dégénéré et inversé, qui, à coup de droits sociaux exorbitants et de pensions alimentaires, subventionne la femme libérée, isolée, qui, malgré la propagande, a eu encore assez d'instinct maternel pour ne pas avorter son gamin. Alors bien sûr, on peut aider des femmes dans le besoin, mais on doit aussi veiller à ne pas favoriser le vice, ni à subventionner le parasitage ou le libertinage. L'État devrait donc combattre le concubinage et aider plutôt la femme mariée, bien plus que la femme libérée, qui dérègle tout l'ordre social. Et pour cela, il suffit de revenir aux lois qui ont fait nos civilisations, en faisant respecter les lois divines du mariage, tout simplement. Donc, pénalité financière aux hommes qui auraient abandonné leur épouse, interdiction de toute cause de divorce, peine de mort ou prison pour ceux qui pratiquent l'avortement, soutien financier aux femmes mariées qui seraient pauvres, ou aux veuves, ou aux femmes qui sont mariées qui ont été abandonnées. La société n'a aucune obligation à entretenir un assistanat pervers qui favorise l'inconséquence, l'impudicité ou la débauche. Une société qui propage cette mentalité égoïste et hédoniste est condamnée à périr à court terme. Et on le voit bien. Elle ne peut que s'écrouler. Et quand elle sera écroulée, la femme, blanche, on le verra dans nos pays remplacés, qui sera isolée parce qu'elle a voulu profiter de sa courte vie et donc refuser de fonder un foyer sous l'autorité de la protection d'un mari, comprendra que dans un monde tribalisé, il n'est pas bon d'être une femme seule, même libérée. Cette inversion des valeurs propagée par l'État dégénéré et inversé se fait au nom des droits de l'homme. Au nom des droits de l'homme. Le mouvement féministe n'est qu'une conséquence logique de l'esprit démocratique, fondé sur cette subversive et illusoire déclaration des droits de l'homme de 1789. Dans l'ordre chrétien, les femmes étaient honorées, protégées, sans qu'il soit besoin de proclamer une égalité chimérique entre l'homme et la femme, dans la famille comme dans la société. Bien que l'homme et la femme aient la même nature, la femme n'est pas l'égale de l'homme politiquement. Et ceci est d'ailleurs vrai aussi des hommes. Il n'existe pas d'égalité politique entre tous les hommes. Pourtant, ils sont de même nature. L'égalité politique et la liberté absolue, comme la souveraineté du peuple, sont des mythes, des impostures intellectuelles. Ces doctrines ont triomphé
parce qu'elle plaisait à la femme féministe comme à l'homme libertin. Mais tous les deux sont en fait des révolutionnaires en lutte contre leur créateur et contre l'ordre voulu par le créateur, et donc renouvellent le péché d'orgueil d'Adam et d'Ève, qui ont prétendu à l'indépendance vis-à-vis des lois du créateur. La franc-maçonnerie, évidemment, organe de cette révolution luciférienne, ne s'est pas seulement attachée à détruire l'ordre surnaturel, en combattant l'Église, le catholicisme, mais elle s'est aussi attaquée à l'ordre naturel, en détruisant, autant que faire se peut, l'ordre familial, en s'attaquant en tout premier lieu au mariage. C'est ce qu'a fait la Révolution dès 1792, qui a réintroduit après plus de 1500 ans de disparition, quasiment, ou presque, la possibilité du divorce, ce fléau que le christianisme avait fait disparaître. En 1816, l'activité de Bonald va arriver à faire reculer la Révolution sur ce point. C'était un exploit. Mais malheureusement, la décadence continue, et en 1884, Alfred Naquet, un judéo-franc-maçon, va réintroduire ce fléau du divorce. Les Français se plaignent à juste titre de l'immigration envahissante et du grand emplacement en cours, mais sans omettre évidemment la malice de la judéo-maçonnerie à ce sujet, ce plan n'aurait jamais pu avoir lieu si les Français avaient vécu selon les lois du mariage, en procréant, et pas en divorçant. Le divorce et le libertinage sexuel, même au nom des droits de l'homme, favorisent la dénatalité. Et pour lutter contre un effet pervers, il faut lutter contre la cause. Pour chasser l'étranger envahisseur, chez nous, il fallait commencer déjà par faire des enfants. D'abord pour qu'il y ait moins de place pour eux, et puis pour pouvoir les chasser. Aujourd'hui, il n'y aura pas ces enfants-là. La vraie cause de tous nos malheurs, c'est donc l'orgueil, le culte du moi, qui se rebelle contre l'ordre de Dieu. Et cette perversion vient du péché, qui conduit à la mort. Dans la société religieuse, mort de la chrétienté, comme dans la société domestique, mort de la famille, comme dans la société politique, proprement dite, celle de la cité ou de la patrie. La stérilité des unions, le divorce, l'union libre, l'esprit égalitaire dans la succession des patrimoines, le féminisme, tout ça ne sont que quelques manifestations de cet esprit contre nature. Il faut donc pour remédier à tout cela, libérer, purifier notre esprit de tout cela. Il faut mettre au feu la Déclaration des droits de l'homme de 1789, promue par une idéologie démocratique et égalitaire contre nature, et remettre à la place l'ordre voulu par Dieu, le décalogue. Comparez les fruits de 1500 ans de chrétienté aux 200 ans de révolution et d'illusion démocratique. Comparez cela. Ces doctrines absurdes, délétères, impies ont préparé le retour à la barbarie, à l'esclavage, où l'individu va se retrouver de facto seul, démuni face à un État omnipotent matérialiste. Et pourquoi on en est arrivé là, inéluctablement ? Parce que la société humaine est fondée sur l'amour de Dieu, sur le don de soi, sur le sacrifice de soi, dans la soumission à Dieu. Mais comme cela est dur, c'est dur de se sacrifier, de se soumettre, c'est pour un homme pécheur, ce que nous sommes esclaves de nos passions, nous sommes égoïstes, Dieu le sachant, Dieu nous a offert un exemple particulier dans son Fils, qui nous a donné l'exemple sur la croix, pour nous aider à redonner la vie de la grâce et nous aider par son exemple. C'est donc la religion vécue, c'est l'imitation du Christ vécu qui va pouvoir donner la force aux hommes comme aux femmes, comme aux enfants, de faire leur devoir dans la société ou dans la famille. Donc si vous corrompez la vraie religion, vous allez enlever la grâce pour aider les hommes à se sacrifier dans la société. Et donc vous enlevez la possibilité même à la société d'être dans l'ordre. Vous introduisez un principe de dissolution de tout l'ordre social. C'est ce que fait l'État laïque. L'homme et la femme égoïstes refusent leur charge, la charge en particulier de la mission de paternité ou de maternité, par plaisir des jouissances, par refus du sacrifice. Et donc malheur au peuple qui, sous couleur de progrès, vont mépriser l'ordre naturel et la vraie religion, qui protège l'ordre naturel. La plupart de nos problèmes psychologiques, économiques, familiaux et sociétaux viennent de ce non-respect du décalogue.
du refus de vivre à l'exemple du Christ. Et ces problèmes ne peuvent trouver de solution équilibrée qu'à la condition que l'individu, que la famille, que la société, eh bien, respectent la loi divine. Et à ce sujet, au XIXe siècle, un auteur d'un article sur l'individualisme dans la revue d'Apologétique avait déjà alerté ses contemporains sur ces problèmes, et je vous lis son intervention. Le mariage transformé par le divorce en bail à terme. L'enfant accaparé par l'école athée obligatoire. L'unité familiale supprimée faute d'autorité et de soumission. Un patrimoine que le fisc aura tôt fait de désagréger. La tyrannique ingérence de l'État installée partout. Voilà où nous en sommes. Les mœurs ont contribué à cette décadence. Mais le législateur et les pouvoirs publics ont une grande part de responsabilité. Les conséquences ne se font pas attendre, et le mot prophétique de Bonald trouve sa triste et flagrante application. Quand l'État détruit la famille se venge et ruine l'État. De fait, aujourd'hui, la société se heurte à d'angoissants problèmes, ceux de la protection de l'enfance, des retraites aux vieillards, des soins aux malades par exemple. Ni les ressources puissantes et l'autorité formaliste de l'État, ni l'ingénieuse charité des particuliers ne les peuvent solutionner. On apporte d'insuffisants palliatifs, des secours à demi efficaces pour des besoins exceptionnels, qui deviennent très dangereux pour tous si on les tient pour des institutions régulières, permanentes et générales. Les problèmes seraient au contraire tout naturellement résolus. Ils se poseraient même à peine en face d'une famille puissamment organisée, où l'enfant, soigné et élevé par ses parents, assurerait à son tour, quand il deviendrait adulte, la vieillesse de ceux-ci contre le besoin. Mais il y a plus. Du moment que notre droit public prend pour fondement essentiel le principe de la liberté individuelle, et que par ailleurs la loi divine ne doit plus s'imposer aux particuliers, ce n'est plus seulement la liberté du divorce qu'on réclamera, mais aussi la liberté de la maternité, voire le droit à l'avortement. Des 3 caractères du mariage, 2 ont disparu, la fidélité et l'indissolubilité. La 3e, la fécondité, doit avoir le même sort. Ce texte n'était pas prophétique, il était simplement logique et lucide. Et quand on ne respecte pas les lois naturelles, la nature se venge. La fin de la famille va entraîner la fin de la patrie. Et c'est justice parce qu'on ne viole jamais impunément les lois divines. Nous allons conclure sur notre propos par ce passage de la grande encyclique, bien sûr, sur le mariage, la dernière en date, celle de Pie XI. La société domestique, ayant été bien affermie par le lien de cette charité, il est nécessaire d'y faire fleurir ce que saint Augustin appelle l'ordre de l'amour. Cet ordre implique la primauté du mari sur la femme et ses enfants, et la soumission empressée de la femme, ainsi que son obéissance spontanée, ce que l'apôtre recommande en ces termes, que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur, parce que l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Cette soumission, d'ailleurs, ne nie pas, elle n'abolit pas la liberté qui revient de plein droit à la femme, tant à raison de ses prérogatives comme personne humaine, qu'à raison de ses fonctions si nobles d'épouse, de mère et de compagne. Elle ne lui commande pas de plier à tous les désirs de son mari, quel qu'il soit, peu conforme peut-être à la raison même ou à la dignité d'épouse. Elle n'enseigne pas que la femme doit être assimilée aux personnes que dans le langage de droit on appelle mineures, et auxquelles, à cause de leur jugement insuffisant formé ou de leur impéritie à l'égard des choses humaines, on refuse d'ordinaire le libre exercice de leurs droits. Mais elle interdit cette licence exagérée qui néglige le bien de la famille. Elle ne veut pas que, dans le corps moral, qu'est la famille, le cœur soit séparé de la tête, au très grand détriment du corps entier et au péril très proche de la ruine. Si en effet le mari est la tête, la femme est le cœur, et comme le premier procède la primauté du gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne cette primauté de l'amour. Au surplus, la soumission de la femme à son mari peut varier de degré. Elle peut varier dans ses modalités, suivant les conditions diverses des personnes, des lieux et des temps. Bien plus. Si le mari manque à son devoir, il appartient à la femme de suppléer dans la direction de la famille. Mais, pour ce qui regarde la structure même de la famille et sa loi fondamentale, établie et fixée par Dieu, il n'est jamais et nulle part permis de les bouleverser ou d'y porter atteinte. Pie XI, Casti, Connubii, 1930. Joyeux anniversaire, Corinne.
soir tu es la reine. Alors la question de la différence entre sexe et genre est absolument fondamentale. La question du sexe relève de ce qui est de l'ordre de l'anatomie, du biologique, du physiologique, et la question du genre relève de tout ce qui est de l'ordre du social, du culturel, donc de la construction d'une identité construite et qui est définie selon chaque société. Donc la question de la différence des sexes, donc c'est une différence, c'est un fait constatable, c'est un fait biologique. Nous vous proposons une immersion dans la société antillaise des iguanes afin de voir comment là aussi le patriarcat a relégué la femelle iguane à un rôle principalement reproductif et domestique. Chez les iguanes, le mâle ressemble à ceci, tandis que la femelle ressemble à cela. Dans la société iguane, c'est le mâle qui domine par sa force et en raison d'une identité construite selon des préjugés patriarcaux. On remarque pourtant que la musculature des mâchoires mâles iguanes est beaucoup plus développée naturellement que chez les femelles. En raison d'un contrat social établi par les mâles seuls et en raison d'une culture aristocratique propre aux iguanes, les mâles luttent entre eux afin de laisser au plus fort le soin de procréer, et ainsi de procurer le meilleur bien possible à l'espèce iguane. La femelle, soumise, sera conquise par tant de force et de bravoure, car la société iguane est une société patriarcale, raciste, homophobe et transphobe. Le mâle domine le couple. Ennemis de la diversité, les iguanes ne se reproduisent qu'entre iguanes et de manière uniquement hétéronormée. Quant aux trans, ils ont été définitivement exterminés de la communauté iguane. Donc, il y a une différence sexuelle qui est donc de l'ordre de la nature, de l'ordre de l'anatomie, de l'ordre du biologique. Mais chaque société ne se suffit pas de cette différence sexuelle. C'est-à-dire qu'à cette différence, on va ajouter de la culture, une construction sociale, des valeurs qui vont être différentes et distinctes selon qu'on est garçon ou fille. Et donc, on va éduquer de manière différente un garçon ou une fille. Or, ces valeurs, elles ne viennent pas des chromosomes, elles ne sont pas génétiques, elles ne viennent pas des hormones. Donc, ça ne vient pas de la question du sexe, mais ça vient de l'éducation, de la société, des représentations culturelles, de ce qu'on attend d'un homme dans une société et ce qu'on attend d'une femme dans une société. En particulier pour assurer aussi la reproduction de cette société et se reproduire. Donc, toutes ces valeurs sont associées à la différence des sexes, mais elles sont construites et dans chaque société, elles sont incorporées par les individus et constituent la définition qu'ils ont d'eux-mêmes en tant que femmes et hommes. Et elles ne sont absolument pas absolues, innées, et n'ont rien à voir avec la nature, mais sont de l'ordre de la culture. Des dizaines de wapitis mâles se sont aventurés hors des forêts. Ces animaux de près de 300 kilos vont s'affronter. À coups de décibels. Le premier prix, un harem. Le jury est composé de femelles très exigeantes. Celui qui remportera leur suffrage gagnera aussi le droit de s'accoupler avec elles. On reconnaît facilement les mâles non dominants à leur brame peu impressionnant. Celui-ci paraît davantage taillé pour le rôle. Il sait incontestablement donner de la voix. Séduite, les femelles accourent et délaissent les concurrents moins convaincants. Candidat suivant.
De même force que le précédent, il lui vole plusieurs femelles. Aucun mâle dominant qui se respecte ne saurait accepter la défaite. Les deux ténors vont se défier. Le concours va prendre une tournure beaucoup moins pacifique. En prévision de ce moment, les bois des wapitis poussent d'1 centimètre par jour depuis plusieurs mois. Un combat entre deux mâles est autant une affaire de technique que de force pure. La plupart des duels ne durent que quelques secondes. Mais ces deux-là se battent depuis 6 minutes et aucun n'est disposé à céder. Finalement, c'est le vieux mâle qui remporte la victoire et s'approprie le harem. Il a gagné le droit de transmettre ses gènes à des milliers de descendants.